Salut YouTube et bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne. Pour les autres qui me suivent déjà sur Instagram, je vous ai fait il y a quelques temps un petit sondage où je vous demandais si vous préfériez 3 histoires irrésolues ou une histoire qui, elle, avait été résolue. Vous avez presque tous voté pour les 3 histoires irrésolues et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On aura donc une histoire qui se passe en Belgique, une histoire qui se passe en France et une troisième qui se passe en Angleterre. Maintenant que c'est dit, je vous laisse vous installer, vous abonner, activer la petite cloche et c'est parti. Vous vous en doutez, il y a pas mal d'informations pour les 3 histoires, donc ne me jugez pas, j'ai mon super petit bloc-notes pour être sûr de rien oublier. Et on va donc commencer par la première histoire qui se passe en Belgique. La première histoire se déroule à Charleroi et c'est l'histoire d'Alicia Allemersch qui avait 20 ans au moment de sa disparition. Donc le dimanche 12 novembre 2006 à 22h45, Alicia quitte le domicile où elle vit avec son compagnon, Judy Gaël, et sa petite fille de 10 mois, Jenna. Elle laisse un mot sur la table et elle leur indique qu'elle va simplement acheter un pain au magasin de nuit qui est proche de chez elle. Sauf que Alicia sera vue pour une dernière fois sur des caméras de surveillance dans un guichet de banque où elle va retirer de l'argent et elle ne sera plus jamais revue après. On n'a pas énormément d'informations, mais j'espère qu'avec un média comme celui de YouTube qui est assez regardé et qui est un média assez jeune, qui est énormément partagé, j'espère qu'on pourra peut-être avoir des informations qui jusque-là n'étaient pas encore connues de la police. Et si vous en avez, peu importe lesquelles, même si elles vous paraissent pas très utiles, je vous mets les liens de toute façon dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo pour que vous puissiez les communiquer. La fameuse nuit de sa disparition, lorsqu'elle quitte le domicile, elle va passer un coup de fil à François, donc son amant, et va lui expliquer qu'elle doit aller rechercher un pain pour la petite. Et la conversation va vite tourner du côté privé, puisqu'elle va lui dire qu'il lui manque, qu'elle l'aime toujours et qu'elle est un peu perdue sur ses sentiments. Elle va quand même rester au téléphone avec lui tout le trajet et elle sera aperçue une première fois dans l'agence bancaire Fortis, donc par les caméras de surveillance, alors qu'elle retire 40 €. Une fois sortie de la banque, elle va longer le boulevard qui mène au magasin de nuit le plus proche, sauf que apparemment il n'y avait pas de pain, donc elle est ressortie du magasin pour se diriger vers un second magasin qui, lui, se situe dans un quartier qui s'appelle le Triangle, à Charleroi, et qui, malheureusement, est réputé pour être dangereux. Quelques minutes plus tard, elle dira alors à François au téléphone qu'elle se sent suivie et qu'elle ne se sent pas très à l'aise. Elle va se retourner plusieurs fois, vérifier derrière elle, mais François n'entend rien de plus au téléphone. Elle ne crie pas, elle n'a pas l'air de paniquer. Elle lui dit juste qu'elle se sent observée, qu'elle se sent suivie et qu'elle va accélérer un peu le pas pour rentrer chez elle. Quelques minutes plus tard, les derniers mots de la jeune femme seront « Attends une seconde, Loulou », alors qu'elle est toujours au téléphone avec François. Et puis, la communication sera ensuite coupée net. On ne sait toujours pas si elle a croisé des gens qu'elle connaissait, si quelqu'un l'a appelée pour lui demander une quelconque information, si elle a été arrêtée par un groupe de personnes, par une personne seule. Toujours est-il que la communication s'est arrêtée et que malgré les nombreuses tentatives de François pour la rappeler à la suite de cette coupure, elle ne décrochera jamais, il n'arrivera plus jamais à avoir un contact avec Alicia et d'ailleurs, plus personne n'aura de traces d'Alicia après ce coup de fil. C'est la dernière trace d'elle vivante qu'on a aujourd'hui. La première personne suspectée dans l'enquête sera bien sûr son compagnon Judy Gaël, comme ça l'est très souvent dans des affaires de disparition. Donc c'est toujours le conjoint ou la conjointe de la personne et puis l'entourage proche, donc la famille, les amis proches, etc. qui sont suspectés en premier. Les enquêteurs savent déjà qu'elle avait prévu de quitter Judy Gaël, qu'elle avait une relation extra-conjugale, que leur couple battait un peu de l'aile. Et du coup, ils se demandent si elle aurait pu disparaître à la suite de l'annonce qu'elle a fait à Judy Gaël. Donc, est-ce qu'elle aurait pu dire à Judy Gaël qu'elle souhaitait rompre leur relation? Est-ce que Judy Gaël aurait pu mal réagir à la suite de cette rupture?
C'est en tout cas la première hypothèse qui est visée par les enquêteurs. Il va y avoir un petit problème qui ne va pas aider Judy Gale, c'est que il va être interrogé plusieurs fois et il va plusieurs fois changer de version. Donc sa première version est celle que je vous ai expliquée un peu plus tôt. Lorsqu'il s'est réveillé, Alicia n'était plus là et elle avait déjà laissé le mot sur la table. Dans une deuxième version, il expliquera que il était en fait dans la chambre et que il s'est rendu compte le lendemain matin en se réveillant qu'elle avait disparu. Il aurait vu le mot le lendemain matin, etc. En tout cas, il va changer 2 à 3 fois de version. Même si c'est un comportement qu'on peut trouver suspect et inquiétant, il n'y a aucune preuve concrète qui puisse être impliquée dans sa disparition et Judy Gale finira par être innocenté après des mois d'enquête. Il a été mis sur écoute, il a été suivi, on a étudié ses relevés téléphoniques ce jour-là pour vérifier qu'il n'avait pas quitté le domicile, etc. Et après toutes ces enquêtes, rien n'a pu l'inculper plus que les soupçons des enquêteurs. Ils ont donc décidé de suivre une autre piste. La seconde piste qui sera étudiée par les enquêteurs, c'est du coup celle de François, donc son amant avec qui elle était au téléphone le soir de sa disparition. Il a bien sûr lui aussi été suspecté puisque pareillement elle avait cassé sa relation avec lui et elle prévoyait de vivre seule, donc les motifs sont les mêmes. Est-ce qu'il aurait mal pris la rupture? Est-ce qu'il aurait pu faire du mal à Alicia parce qu'il ne supportait pas l'idée de se faire quitter? C'est ce que les enquêteurs se sont dit, mais les relevés téléphoniques prouvent bien qu'il était chez lui pendant la disparition, à plusieurs dizaines de minutes de route de l'endroit où se situait Alicia. Il a lui aussi changé de version plusieurs fois parce que la première fois qu'il a été interrogé par les enquêteurs, il leur a par exemple dit qu'une fois que la communication avait été coupée, il avait été pris de panique et s'était rendu directement à Charleroi pour chercher dans toute la ville après Alicia. Comme pour Judy Gale, les policiers vont étudier les signaux émis par le téléphone de François et ils vont se rendre compte qu'il a jamais été à Charleroi, il a jamais fouillé les rues. À partir du moment où la communication s'est coupée, oui, il a bien essayé de joindre Alicia plusieurs fois, mais à aucun moment il a quitté son domicile pour aller faire des recherches après elle. Les policiers vont bien sûr le mettre devant le fait et lui expliquer qu'ils se sont rendus compte que son téléphone n'avait borné que chez lui, et lui demander pourquoi il avait menti en expliquant avoir été cherché après Alicia si ce n'était pas le cas. Et François va se justifier en expliquant que tout simplement déjà c'était l'amant, donc c'était pas une place qui était facile pour lui, même si on sait que Judy Gale avait aussi une relation extra-conjugale. Il avait peur d'éventuelles représailles, il avait peur que les gens puissent le juger, il avait peur en fait de ce que les gens allaient pouvoir dire de lui et du coup il a préféré mentir et dire qu'il avait été cherché après Alicia et lui-même ne s'avouait pas qu'il avait pu rester chez lui, qu'elle était toujours portée disparue plusieurs jours après et que force est de constater que c'est la dernière personne à avoir eu un signe de vie d'Alicia. Donc il a simplement essayé de couvrir ses arrières et il a dit ça uniquement par culpabilité. Alicia a disparu le 12 novembre 2006 et il va falloir attendre 2010 pour avoir un premier rebondissement dans l'affaire où la police va décider de faire appel à 2 psychologues qui sont là uniquement pour juger le comportement de la personne et pour se mettre à la place d'Alicia pour savoir quelles auraient été ses réactions si 1, elle avait été suivie ou 2, si elle avait par exemple eu un problème de batterie, ce qui aurait pu éteindre son téléphone. Elles se sont donc mises à sa place, ont étudié plus ou moins les chemins qu'elle aurait pu prendre, les décisions qu'elle aurait pu prendre, en sachant que Alicia ne laissait jamais ses proches sans nouvelles. Donc la première chose qu'elles se sont dit, c'est où est-ce que Alicia aurait pu se rendre pour trouver soit de la batterie, soit une cabine téléphonique pour prévenir François ou un autre proche pour ne pas les inquiéter. Ça va conduire à une toute nouvelle interpellation de quelqu'un qui avait déjà été entendu dans le dossier, mais qui en avait été écarté à l'époque. En fait, cette personne, elle vit non loin du fameux triangle, donc le quartier où Alicia a disparu. Il a alors avoué qu'il l'avait déjà vue ce jour-là, et il a même avoué avoir entretenu lui aussi une liaison avec elle, alors qu'elle était encore en couple avec Judy Gale. Donc bien évidemment, les policiers vont faire une enquête, ils vont regarder aussi ses relevés téléphoniques, il y a des fouilles qui vont être faites chez lui, on va faire des prélèvements, on va vaporiser du Blue Star, donc ce produit qui aide à voir les taches de sang même après qu'elles aient été nettoyées. Et malgré toutes les investigations, on n'a trouvé aucune preuve contre lui. À part le fait que lui aussi avait menti lors de son premier interrogatoire, il n'y a absolument rien qui peut lier cette personne à l'enquête, malheureusement. Donc même en 2010, 4 ans après, encore une piste qui tombe à l'eau et c'est encore le néant pour les policiers puisqu'il n'y a toujours aucun suspect principal
et il y a toujours aucune piste qui est privilégiée. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément d'informations sur ce dossier, donc j'ai pas énormément plus de choses à vous dire, si ce n'est qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Donc bien sûr, les policiers ont fait à l'époque des appels à témoins. Alicia est par exemple passée dans une émission assez populaire en Belgique pour essayer d'appeler, pour voir si quelqu'un l'avait aperçu ce jour-là, si quelqu'un aurait entendu une rumeur, si quelqu'un souhaitait parler en anonyme. Mais malheureusement, absolument personne n'a pu amener des preuves probantes de ce jour-là. Donc Alicia n'a jamais été retrouvée et presque 20 ans plus tard, on n'a pas la moindre information en ce qui concerne sa disparition. Aujourd'hui, sa fille, elle cherche toujours après sa maman, elle cherche toujours après des réponses. Et je vais vous mettre en barre d'infos et je vais vous mettre, juste après avoir clôturé cette première affaire, l'avis de recherche d'Alicia. À nouveau, si vous avez la moindre information, même si elle a l'air inutile pour vous, n'hésitez surtout pas, vous pouvez l'envoyer en anonyme. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et échangez-moi vos théories, vos avis sur la disparition. Et je vous retrouve pour la deuxième affaire. Pour notre deuxième affaire, je vous amène en France et plus précisément à Nantes. Donc le 31 janvier 2022, une émission qui est assez connue en France qui s'appelle Appel à témoins va diffuser un reportage en direct et nous parle d'une affaire qui est celle de Léa Petitgas. C'est celle que j'ai décidé de vous raconter en deuxième partie. Je vais vous expliquer les faits quelques jours avant le jour de sa disparition et les éventuelles pistes qu'on a pour la suite. Donc Léa Petitgas, elle a 20 ans lorsqu'elle disparaît à Nantes le 14 décembre 2007. Le mercredi 13 décembre 2017, Christophe, le papa de Léa, lui passe un coup de fil où il va non pas se disputer avec sa fille, mais lui remonter un peu les bretelles comme on dit, parce que ça fait 3 mois que Léa a quelques problèmes au niveau du boulot. C'est son papa qui paye son loyer depuis 3 mois et en fait il veut juste faire son rôle de papa, il veut juste la rappeler à l'ordre et lui fait promettre que le lendemain elle va le rappeler et lui donner de bonnes nouvelles, lui dire qu'elle a trouvé un travail ou lui dire qu'elle a trouvé quelque chose pour arranger un peu la situation. Ce à quoi Léa va répondre pas du tout agressivement et elle va lui dire Donda, donc c'est le surnom qu'elle donnait à son papa, c'est promis, je t'appelle demain avec de bonnes nouvelles. Le lendemain, du coup, comme c'était prévu, le papa de Léa va la rappeler dès le lendemain matin. Et Léa ne décrochera pas. Il va d'abord se dire qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle dort toujours. Mais il va réessayer tout au long de la journée et l'inquiétude va grandir parce que Léa ne répondra jamais. Il va nous expliquer que Léa ne laisse jamais sa famille sans nouvelles, qu'elle prend toujours soin d'envoyer un petit message si elle ne peut pas décrocher tout de suite. En tout cas, qu'elle ne les laisserait jamais dans le vide absolu. Et ils comprennent tout de suite que quelque chose ne va pas et décident de se rendre chez Léa. Ils vont alors frapper à la porte, mais à nouveau, Léa ne répondra pas. Ils vont alors appeler les pompiers en expliquant qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur fille depuis 24 heures, qu'elle donne toujours des nouvelles, qu'elle ne resterait jamais sans répondre, et que du coup, ils ont peur qu'elle ait éventuellement pu faire un malaise ou qu'il ait pu lui arriver quelque chose chez elle et qu'elle ne soit pas en possibilité de leur ouvrir ou de leur répondre. Les pompiers vont alors prendre la décision de défoncer la porte. Ils vont rentrer dans l'appartement de Léa, mais à nouveau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'indice. Les affaires de Léa sont là, elle a juste emporté ses affaires pour aller au travail. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de signe de lutte, il n'y a pas de lettres. Il y a juste ces 2 chats qui sont dans l'appartement, 2 chats qu'elle adorait et qu'elle n'aurait jamais laissés sans surveillance. Elle aurait par exemple appelé ses parents ou appelé des amis pour aller s'en occuper, mais tous affirment que Léa ne serait jamais partie en les laissant tout seuls chez elle, sans aucun soin possible. Le week-end suivant cette fouille au domicile de Léa avec les pompiers et sa famille, son père et sa belle-mère doivent partir chez le père de sa belle-mère en Bretagne et ils doivent partir pour le week-end entier. Donc ils essaient de se rassurer en se disant que quoi qu'il arrive, ça va s'arranger, qu'ils vont avoir des nouvelles de Léa, etc. Mais tout au long du week-end, ils vont appeler du matin au soir, ils vont pas réussir à dormir et ils vont se rendre compte que la situation devient de plus en plus grave, puisque dans les statistiques, on sait que les 24 à 48 premières heures sont les heures les plus cruciales pour retrouver une personne disparue, puisque passé ce délai, les chances de retrouver la personne en vie diminuent de moitié. Le 18 décembre, un policier va se rendre au domicile du père de Léa, va sonner à sa porte et va lui annoncer que sa fille est déclarée comme portée disparue. Le père de Léa, qui est complètement sous choc, va aussi être dans le déni et va lui dire que c'est complètement impossible, que ça peut pas lui arriver, que sa fille ne peut pas être disparue. Et le policier va utiliser un ton un peu plus ferme pour lui faire réaliser ce qui se passe.
Quoi qu'il arrive, la famille de Léa refuse toujours de croire à cette hypothèse et privilégie plutôt la piste de quelqu'un qui aurait pu la suivre lorsqu'elle se rendait à son travail, par exemple, donc d'une mauvaise rencontre. Quelqu'un sera par exemple cité parce que fin 2016, il était sorti de prison après de multiples viols, mais aussi après un meurtre. Et il se trouve que c'est arrivé dans la région où Léa habitait, que c'était vraiment non loin de son quartier et qu'on pourrait relier ces faits à la disparition de Léa. Mais malheureusement, à nouveau, après enquête, il n'y a eu aucune preuve tangible pour dire que cet homme pouvait être impliqué dans la disparition de Léa. Et aujourd'hui, en 2022, donc 5 ans après les faits, on n'a toujours pas la moindre piste pour la disparition de Léa. Le beau-père de la jeune femme a aussi été suspecté, donc le compagnon de sa mère à l'époque, parce qu'il avait déjà eu des comportements violents envers elle. Sa sœur va par exemple raconter un jour où la jeune femme devait rentrer à une certaine heure et elle est rentrée en retard. Son beau-père l'attendait derrière la porte, l'a attrapée par les cheveux et lui a fait faire le tour de la table en la traînant par les cheveux. Donc il était connu pour être assez violent. Il pouvait être menaçant avec elle pour obtenir ce qu'il voulait et il faisait régner un peu un climat de peur dans la maison familiale chez sa mère. Sauf que la piste sera aussi écartée puisque Léa ne vivait plus chez sa mère depuis plusieurs années et elle avait plus de contact avec lui depuis plusieurs années aussi. Donc il n'y aurait pas eu de raison qu'après autant d'années, son beau-père s'en prenne à elle, refasse le trajet jusque Nantes juste pour lui faire du mal alors qu'il n'avait plus aucun contact. La piste a été très rapidement écartée. Je vous joins aussi l'avis de disparition de Léa avec la description vestimentaire, etc. du jour de sa disparition, le quartier, des photos. Si vous l'apercevez, que vous avez quelconque information à dire à la police ou à la famille, vous avez toutes les infos qu'il faut en barre d'infos et ici juste après cette enquête pour pouvoir les communiquer. Notre troisième histoire irrésolue se passe en Angleterre et c'est la disparition de Leah Croucher. Donc Leah, née le 14 août 1999 et grandit à Milton Keynes en Angleterre. Elle a un frère et une sœur et elle est très très proche de sa famille. Elle est même très casanière en fait, elle passe les 3/4 de son temps avec sa famille, si bien que il y a une tradition dans leur famille, c'est que lors des 18 ans, les personnes qui fêtent leur anniversaire vont fêter ça au pub avec des amis, ils vont boire un verre pour fêter leurs 18 ans. Et bien Léa ne voulait tellement pas y aller que c'est sa mère et sa sœur qui ont dû l'y pousser. Elle préfère largement rester chez elle. Elle adore écrire des fanfictions, elle adore la lecture, elle lit beaucoup les livres Harry Potter. Elle vit encore dans son petit monde, elle est très bien comme ça. Et comme je vous ai dit, elle préfère passer tout son temps avec sa famille plutôt que de sortir. Elle est aussi passionnée de taekwondo, elle en pratique avec son frère depuis des années. Son père est instructeur dans le club où elle le pratique et elle a un bon niveau puisqu'elle va en pratiquer avec son frère pendant des années. Ils vont faire des championnats et elle sera ceinture noire. Le jour de sa disparition, donc le 15 février 2019, Leah doit se rendre au travail et elle quitte la maison vers 8h du matin. À l'heure à laquelle elle quitte la maison, ses parents sont déjà eux partis pour le travail. Elle est donc seule quand elle s'en va. Et elle sera effectivement vue sur des vidéos de surveillance vers 8h15, non loin de chez elle, sur le trajet habituel qu'elle prend pour aller au travail. Mais à 8h45, son téléphone est coupé délibérément. Donc on sait que c'est pas une panne de batterie, on sait pas ce qu'elle allait faire. Mais en tout cas, alors qu'elle se rendait au travail et qu'elle n'a jamais manqué un jour de travail sans prévenir, son téléphone est coupé par elle ou par quelqu'un d'autre, mais volontairement. La géolocalisation a été supprimée, elle, le soir avant, pareil, volontairement, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. Et la police va d'ailleurs découvrir pendant l'enquête que le soir avant, donc le soir du 14 février de la Saint-Valentin, elle a dit à ses parents qu'elle allait voir un ami, qu'elle avait rendez-vous à un ami, mais c'est lors de ce rendez-vous avec son ami que sa géolocalisation sera coupée. Puisqu'on sait qu'elle avait rendez-vous avec un ami le jour avant sa disparition, on va revenir à cette soirée-là pour essayer de comprendre la timeline et ce qui s'est passé. Donc le 14 février 2019, Leah passe sa journée au travail de manière classique, mais sur le chemin du retour, elle va décider de désactiver sa géolocalisation. Ça n'a pas l'air très important pour nous, mais pour sa famille, c'est un indice majeur parce que sa famille nous explique que Leah n'a jamais coupé sa géolocalisation.
elle est toujours restée joignable et la géolocalisation a toujours été activée. Donc ça va faire partie intégrante de l'enquête comme étant un indice important. Elle arrive chez elle vers 17h45, se change et dit à ses parents qu'elle a rendez-vous avec un ami. Son rendez-vous ne va pas durer très longtemps puisqu'elle sera de retour chez elle vers 19h15. Elle va ensuite passer la soirée avec sa famille avant de leur dire bonne nuit vers 22h et d'aller se coucher. Ses parents vont d'ailleurs expliquer qu'il n'y a pas eu d'éléments qui ont pu les inquiéter. Elle n'avait pas un comportement différent de d'habitude, elle n'avait pas l'air ni triste ni agacée. Ils se sont pas posé de questions et tout le monde est allé se coucher. Le lendemain matin, donc le jour de sa disparition, elle sera vue 2 fois sur des vidéos de surveillance, toutes les 2 sur le chemin de son travail, le chemin classique, donc on n'a pas trop de questions à se poser sur où elle allait. On pense que de base elle se rendait vraiment à son travail, mais elle n'arrivera ni au travail, ni chez elle après sa journée. Et après 17h, ses parents sont contactés par son employeur qui va demander si Lia était malade et leur expliquer que elle ne s'est pas présentée au travail, mais surtout qu'elle n'a pas appelé pour expliquer qu'elle n'allait pas se présenter au travail, ce qui ne lui ressemblait pas du tout vu que Lia était très sérieuse. Ses parents vont donc essayer de la joindre plusieurs fois, mais après avoir essayé, elle n'a jamais répondu. Ils ont décidé de contacter immédiatement la police et son père s'est directement lancé à la recherche de sa fille dans les rues de Milton Keynes. Dans les jours suivants, le portrait de Lia est placardé partout dans la ville. Il y a des appels à témoins qui sont faits à la télé. La famille est interrogée, mais la famille n'a pas plus d'infos à donner. Par contre, à la suite des avis de recherche, on a 3 témoins qui vont se manifester. Le premier témoignage nous vient de quelqu'un qui signale l'avoir aperçu entre 9h30 et 10h en train de marcher sur une route le long d'une Houston Lake. Le témoin dit qu'elle écrivait sur son téléphone et qu'elle avait l'air un peu distraite. Pour le deuxième et le troisième témoin, ce sont 2 personnes qui se promenaient ensemble. Entre 10h et 10h15, ils marchaient et disent également l'avoir croisée près du Houston Lake et disent qu'elle avait l'air très énervée, tellement énervée qu'elle était en train de pleurer de colère et qu'elle semblait être au téléphone avec quelqu'un. Ces 2 derniers témoins vont également dire l'avoir aperçue plus ou moins 20 minutes plus tard, non loin d'un hôtel, le Premier Inn. Elle avait alors l'air beaucoup plus calme et parlait toujours au téléphone avec quelqu'un, mais ne pleurait plus et avait l'air apaisée. La police, après avoir interrogé tout l'entourage de Lia, se rend compte qu'elle n'a pas été voir un ami le jour avant, comme elle l'a dit à ses parents. Mais si elle n'a pas été voir un ami, on ne sait toujours pas qui est la personne qu'elle allait rejoindre. Les amis de Lia expliquent aussi que depuis quelque temps, elle souffrait de crises de panique, de crises d'anxiété, mais que Lia ne leur a jamais communiqué la raison de ces crises de panique. Elle n'a jamais vraiment expliqué pourquoi elle ressentait ça, et du coup, ils n'ont pas plus d'informations à fournir. Pour la suite des recherches, la police va survoler les lacs, les parcs, va même fouiller l'historique de recherche de Lia pour voir si elle avait fait des recherches qui avaient lien avec des disparitions, des suicides ou autres, mais ils ne vont rien découvrir. Les habitants de Milton Keynes ont même fait une cagnotte. Donc 2 habitants ont donné chacun 5000 livres pour offrir une récompense à quiconque pourrait leur donner des informations qui les mèneraient jusqu'à la découverte de Lia. Les semaines suivantes, une partie du passé de Lia a été découverte puisque le frère de Lia a eu des démêlés avec la justice. Il a été inculpé après avoir menacé un homme qui est un collègue de Lia et qui est suspecté d'avoir eu une liaison avec elle alors que lui-même était marié. Le frère de Lia étant persuadé que cet homme avait des informations à fournir, l'a menacé et a complètement perdu pied. Il voulait absolument retrouver sa sœur. Il a donc été condamné et a reçu une mesure d'éloignement pour ne plus approcher cet homme. La police va déclarer l'avoir interrogé, mais cet homme niera avoir eu une quelconque liaison avec Lia et expliquera que c'était simplement sa collègue et que les choses ont mal été interprétées par Lia et par son entourage. Malgré tout, 7 mois après la disparition de Lia, on n'a toujours pas retrouvé ni son corps, ni de traces d'elle en vie. Et la télé fait donc passer l'histoire de Lia dans une émission très connue en Angleterre. Et un témoin se manifeste en disant avoir vu un pull ressemblant à celui que Lia portait le jour de sa disparition flotter aux abords d'un lac dans un parc. Donc le lac s'appelle le Blue Lagoon, mais la police va faire des fouilles immenses et le pull ne sera jamais retrouvé. En novembre 2019, après des mois sans avance dans l'enquête, la famille de Lia Croucher est malheureusement touchée par un 2e drame, puisque Hayden, son frère, qui était très proche et très protecteur de Lia, ne supportant plus l'absence de sa sœur et ne supportant pas le fait de ne pas savoir ce qui lui est arrivé,
mettra fin à ses jours et son père publiera un témoignage poignant sur internet en expliquant qu'il se sent terriblement coupable de ne pas avoir su aider son fils dans la détresse psychologique qu'il vivait. Et voilà YouTube, c'est tout pour moi, j'espère que ce petit format vous a plu. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce que pour les prochaines vidéos, je ferai aussi des sondages pour savoir quelles affaires vous préférez. Je vous laisse aussi en commentaire m'inscrire les affaires que vous avez envie que je traite ou pourquoi pas vos théories sur celles que je viens de faire dans cette vidéo. Je vous laisse vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour les notifications et nous on se revoit bientôt pour une troisième vidéo. Bye!